Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc en présence de Marie Renaud, de Nadia Sineva et d'Ina, l'interprète qui traduira tout à l'heure les propos de Dina Roubina qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Pour le coup, donc Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez depuis quelques années, depuis 2015, les éditions Macha, qui étaient auparavant une agence éditoriale. En tout cas, vous travaillez dans une agence éditoriale depuis 2009. Justement, comment s'est passée la transition? Pourquoi avoir décidé de créer cette maison d'édition? Effectivement, notre maison d'édition existe depuis 2009 et en réalité, on préparait déjà effectivement des contenus divers pour des grandes maisons d'édition, notamment d'où je suis issue moi-même. Et effectivement, en 2015, on s'était dit que quand même en France, il y avait probablement un petit manque curieux comme ça sur le marché des livres. Il y en a tellement de livres qui sont importants et beaux et qui sortent effectivement tous les ans. Mais curieusement, la littérature russe contemporaine était finalement peu représentée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des grandes maisons d'édition que nous respectons tous, qui publiaient régulièrement des auteurs russes comme Actes Sud, bien sûr, il y a Albin Michel et Gallimard, mais malgré tout, la production russe contemporaine est réellement très diverse aujourd'hui. Et par mes origines, finalement, je pense qu'il est arrivé un moment où j'avais envie aussi de transmettre finalement en France cet esprit de la Russie contemporaine, de cette jeunesse aussi, de toute cette création artistique et culturelle finalement qui était tellement effacée ces derniers temps derrière la façade politique et les critiques que l'on pouvait adresser aux dirigeants russes, que vraiment, j'avais vraiment mal quelque part pour cette Russie jeune qui a surmonté tant d'épreuves et qui s'exprimait vraiment avec tant de diversité aujourd'hui en Russie, en tout cas, la production littéraire tellement riche. Et voilà, donc on a eu l'occasion finalement de démarrer en sélectionnant quelques auteurs et de les traduire et avoir cette chance de pouvoir les publier et distribuer en France. Est-ce qu'il y a justement une sorte d'uniformité d'un auteur russe, de la littérature russe, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout simplement la littérature russophone ou russe en tout cas? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des points communs selon les auteurs? Qu'est-ce qui la différencie d'une autre littérature? Vaste question, vaste question. Je pense qu'elle reste finalement à la fois attachée à ces grandes traditions russes du 19e, de cet âge d'argent finalement de littérature russe que tout le monde connaît en France. Enfin, en tout cas, les noms de Dostoïevski, de Tolstoï, bien sûr, sont vraiment très, très connus. Et à la fois, chaque auteur est réellement différent. Et c'est ce que représente notre catalogue. Effectivement, ce qui réunit peut-être, c'est qu'effectivement, derrière chaque œuvre, il y a une pensée philosophique quelque part, parce que finalement, en Russie, il n'y avait pas de philosophe, on va dire, pur. Souvent, la philosophie était finalement transmise à travers la littérature, à travers les œuvres littéraires. Donc, c'est peut-être une petite spécificité comme ça. Et donc, on a publié des auteurs vraiment avec une grande profondeur philosophique, tels que Piotr Alichkovski, avec son grand roman La Citadelle. Il y a d'autres auteurs qui continuent la grande tradition russe, mais vraiment en la modernisant dans une sorte de légèreté. C'est notre auteur qui est Andrei Astrasatorov, donc, qui est en ce moment partout dans toutes les librairies, était même remarqué par la librairie Mola à Bordeaux, qui donc quand même sont très exigeants. Donc c'est vraiment la tradition satirique, c'est la satire, l'humour, le décalage un peu par rapport à la société, de l'homme moderne, tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Et bizarrement, cet auteur russe-là, il va être vraiment plus du côté des auteurs américains par sa manière de voyager à travers l'Europe, de croquer comme ça les instants de ses voyages. Donc, c'est vraiment un brillant auteur et que personnellement, enfin, j'adore. C'est quelqu'un de très drôle et nous avons même été
nous sommes allés au salon de Saint-Malo l'année dernière, quand on pouvait encore bouger. Il y a aussi des auteurs qui vont être des maîtres du polar. Et là encore, un genre finalement du côté russe qui est tellement méconnu sur le marché français. On va connaître probablement d'autres courants. Mais le polar russe, avec notamment Anna et Sergei Litvinov, donc là, c'est sa mort à l'agenda, est finalement peu présent. Donc, on a essayé aussi de publier des ouvrages de ces auteurs. Cet ouvrage-là va plus être relié à la tradition presque classique du polar, presque à la Agatha Christie, à huis clos, comme ça. Donc, mais c'est vraiment des stars, entre guillemets, sur le marché russe. Ils vendent entre 80 000 et 100 000 exemplaires quand même au numéro. Donc, au numéro, chaque livre. Donc, il s'agit de véritables phénomènes là-bas et qui sont totalement méconnus euh, finalement en France. Donc, voilà, pour la diversité des genres, je peux parler longtemps, hein, vous pouvez m'arrêter, mais je voulais absolument vous présenter un livre magnifique de 600 pages sur Vladimir Lénine. Donc, chez Macha, on aime finalement des livres un petit peu de genre mixte. Il y en a plusieurs, comme ça. Je vais vous rapidement montrer un autre livre comme ça. C'est effectivement un ouvrage historique, une biographie qui est totalement juste et réelle de Lénine, mais qui est décrite d'une manière presque d'un roman d'aventure. On en oublie presque que cet homme-là a quand même bouleversé l'histoire de la Russie et de ma famille aussi, quelque part, de mes ancêtres, on va dire. Et on découvre cet homme, finalement, cet étudiant de 18 ans qui va parcourir l'Europe et au fur et à mesure va quand même bouleverser, s'enrichir de son expérience révolutionnaire, etc., en Russie, en France, en Allemagne, un petit peu partout. Et il va revenir en Russie pour quand même créer l'Union soviétique. C'est quand même incroyable. Donc ça, c'est un énorme auteur, Lev Daniokine, qui a travaillé pendant 6 ans sur cet ouvrage-là et a composé ce livre de 18 chapitres absolument passionnant. Donc, on n'imagine pas que la vie de Vladimir Lénine peut être à ce point-là passionnante. Voilà, il y a des auteurs qui creusent un petit peu, qui sont reliés au passé, les auteurs qui sont dans le présent. Donc, c'est absolument riche et diversifié, cette littérature-là. Et c'est ce qu'on essaie de représenter dans notre catalogue aujourd'hui. Alors c'est là où je voulais en venir justement sur la diversité de votre catalogue, sur le côté généraliste au final, puisque vous éditez des beaux livres, des livres bilingues, de l'histoire, des essais, des romans bien sûr, et de la jeunesse plus récemment, et du young adulte. Justement, comment vous expliquez ce choix-là généraliste dans un monde éditorial où on a tendance à vouloir se spécialiser dans un seul genre? Quel est votre rapport par rapport à cela? Euh, Notre slogan à la création vraiment de Macha en tant qu'éditeur indépendant était un livre, un pas vers la liberté. Et donc pour moi, qui ai toujours travaillé pour les grandes maisons d'édition, c'était aussi finalement de réunir cette équipe éditoriale qui serait libre aussi de choisir les ouvrages, mais les ouvrages qui font la différence, qui apportent quelque chose, qui disent quelque chose. Et quand vous aurez lu ce livre, vous aurez appris quelque chose qui vous permettrait de réfléchir d'une manière un peu plus autonome, ne pas suivre les clichés. Et le point de départ, c'était toujours cette réflexion sur la Russie qui est très maintenant, peut-être un petit peu moins ces dernières années, mais qui est devenu ce cliché un peu négatif toujours. Et donc, on s'était dit, mais tant qu'à faire, il faut que ce soit un plaisir de créer quelque chose. Il ne faut pas s'enfermer dans les carcans. Donc, si on est cette passerelle entre le monde russe et français, ça n'empêche qu'il y a des sujets vraiment importants que l'on peut couvrir. Et finalement, c'est assez cohérent, puisqu'on a de la fiction, effectivement, avec Dina Rubina qui va nous rejoindre, donc voilà, qui est la star c'est vraiment l'étoile la plus brillante probablement
aujourd'hui de cette fiction du roman. Mais il y a ces livres, comme vous avez bien vu, un petit peu historiques. Euh, donc, effectivement, il y a le détective du Tsar, il fallait que je vous montre quand même, hein. Donc, c'est vraiment le petit-fils de, euh, du dernier chef de la police judiciaire russe, celui qui a par exemple retrouvé le corps de Raspoutine, qui est aujourd'hui en France et qui publie les récits de son grand-père. Donc, c'est des récits un peu criminels comme ça, mais qui sont à la fois des récits presque de fiction et pourtant tout est vrai en fait. Donc, on est très dans ce mélange de genres et donc effectivement une sorte de liberté pour ne pas s'enfermer dans un seul critère finalement. Et justement, par rapport à Raspoutine, L'Adieu à Lille est le dernier ouvrage paru, je crois, chez Machar. Exact, oui, oui. Donc, Raspoutine étant l'un des auteurs les plus intéressants de cette période soviétique de la littérature russe, en fait. Donc, on a créé une collection qui s'appelle le Cercle rouge de la littérature russe. C'est de se dire que l'on doit retrouver, peut-être remettre au goût du jour tous ces auteurs-là qui écrivaient pendant la période difficile finalement soviétique, qui à travers ces images, à travers ces récits, pouvaient finalement un petit peu aussi critiquer ce qui se passait en Union soviétique, justement un petit peu pousser les gens à la réflexion. Ce ne sont pas forcément des auteurs contestataires, hein, ils étaient quand même lus, mais je trouve que c'était intéressant de retrouver cette finalement dualité et cette profondeur de ces œuvres dans la période où on n'était pas libre finalement de dire ce qu'on voulait. Et probablement, notre maison d'édition, maintenant qui se dessine malgré tout comme une sorte de vitrine, on va dire, de la production littéraire contemporaine russe, que l'on retrouve aussi quelques pépites hein, de cette littérature il y a 30-20 ans, en fait, qui était encore pas libre, mais déjà tellement riche. On n'a pas parlé de votre équipe, justement, Marie. Combien êtes-vous dans l'équipe? Avec qui travaillez-vous? Comment travaillez-vous par rapport au texte, notamment que vous allez, j'imagine, dénicher dans les différents salons, notamment à Francfort, j'imagine? Oui, donc on n'est pas enfin, une très grande équipe, hein, on est 6 éditrices seulement, mais donc c'est des éditrices qui sont venues de tous horizons. Donc vous voyez Nadia Assinieva qui s'affiche et qui nous écoute toujours. Donc elle est vraiment, c'est notre, enfin, c'est elle qui aussi nous dit, voilà, il y a quelque chose qui marche bien en Russie, vous devriez regarder. C'est notre oreille et notre œil russe. On a Alexandra, par exemple, Calmès aussi, que je ne vois, enfin, que je suis sûre qu'elle nous écoute aussi, je ne vois pas tout le monde, qui elle, c'est vraiment notre experte en littérature contemporaine et tout ce qui se fait en France, les tendances, etc. Quelqu'un aussi de très, très cultivé. On a Anna, on a Emma qui nous écoute. Enfin, donc, on est vraiment des éditrices, on est des littéraires avant tout. Donc, c'est ça, c'est vraiment au sein de notre équipe. Mais après, on a une cinquantaine de freelances qui travaillent avec nous d'une manière régulière parce que finalement, on continue une production de magazines pour d'autres maisons d'édition. Donc, on a quand même une activité éditoriale très, très riche. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est toujours entouré de plein d'auteurs, de rédacteurs, de meilleurs traducteurs. Et ça, c'est d'ailleurs une des questions les plus importantes, la traduction. Et c'est pour ça que Ina, qui est là et qui nous accompagne depuis le début, justement, sur tous les salons, et son rôle est très primordial, enfin, les traducteurs pour nous. Donc, on déniche finalement presque nos œuvres avant que ça sorte à Francfort ou dans les salons. On a cette capacité à anticiper un petit peu, être un petit peu en avant et peut-être de savoir ce qui va se faire ou de proposer peut-être des pépites avant les autres. Donc ça, c'est notre côté comme ça, on va dire, challenge. Mais on est toujours réellement, enfin j'espère en tout cas, très soudés finalement. Donc, et dans le cas des traductions,
évidemment, la transposition des images, des réalités du russe vers le français, pour nous, c'est primordial. Il faut vraiment que ça représente exactement l'image telle qu'elle est conçue, perçue par l'auteur russe, par exemple. Il faut qu'elle soit transmise d'une manière presque transparente par le procédé employé, qu'elle arrive dans l'esprit français. Et je pense que pour ça, moi, ça fait 30 ans que je vis en France, je fais mes études à la Sorbonne, je suis arrivée à l'âge de 18 ans. Donc, je me considère presque, enfin, je suis française et russe à la fois, et je suis fière de le dire. Et je pense pouvoir peut-être justement apporter cette note de justesse et de dire non, même si la construction grammaticale elle est correcte en français, l'image ne correspond pas à ce que vous voulez dire l'auteur, etc. Et là, le débat commence entre Nadia, Alexandra, Anna et tout le monde. Et ça, c'est passionnant. Donc, vraiment, il y a des passages où on passe pas mal d'heures pour affiner nos traductions. Oui, ce qui est très intéressant, et c'est là où vous avez une chance assez incroyable, c'est que vous parlez toutes russe, je crois. Donc, vous avez cette chance-là, ce qui est très rare chez les Alexandra autres. parle grec, mais elle ne parle pas russe, mais elle fait, enfin, en tout cas, parfois, elle est capable d'écrire des lettres en russe. Je ne sais pas comment elle fait. Oui. Mais voilà, ce qui est plutôt rare pour un éditeur, puisqu'en principe, les éditeurs ne lisent pas les traductions et confient ça à des traducteurs directement. Là, pour le coup, vous avez un œil éditorial beaucoup plus incisif que d'autres éditeurs, puisque vous parlez toute russe et que vous maîtrisez la langue. Donc la traduction, la double traduction, vous pourriez quasiment la faire vous-même. C'est vrai que je pense que là réside finalement notre point fort, et finalement c'est ce qui nous autorise finalement à arriver comme ça devant les lecteurs dans les librairies et dire oui, voilà, ce que nous on vous propose, c'est vraiment quelque chose de très très fidèle. Et j'ai eu des débats avec des traducteurs, disons, qui sont très bien, évidemment, mais qui avaient déjà une certaine habitude de traduction. Et j'ai dû parfois vraiment me battre en disant que bah, on ne va pas utiliser un lieu commun en français pour traduire une image totalement originale en russe. Donc, c'est des vrais débats, effectivement, presque linguistiques. Et je pense que oui, c'est ça. Là, c'est notre force avec Nadia. On peut vraiment certifier chaque phrase de ce que l'on ce que l'on traduit. Mais je dois dire aussi que vraiment la force de Macha, ce n'est pas seulement être focalisé justement sur la Russie, parce qu'encore une fois, chaque livre intéressant est un livre super important. C'est pour ça que je dois quand même parler de nos livres jeunesse que vous avez évoqués. Mais avant ça, je dois quand même évoquer justement des auteurs comme Nicolas de la Bretèche, comme Catherine Berthaud-Lavenir, qui écrivent pour nous directement en français. En fait, ce sont des Français, c'est des historiens qui ont fait des recherches absolument incroyables et qui ont cette justesse aussi de la vision de la Russie aujourd'hui. C'est pour ça que notre plus beau livre et notre plus gros succès, on a vraiment vendu beaucoup d'exemplaires, qui est derrière moi, qui est à la table des tsars, qui est écrit donc par Nicolas de la Bretèche, qui a vraiment comme une sorte de matrioshka, parce c'est un beau livre avec des recettes vraiment de retrouvées historiques servies à la table des tsars. C'est aussi une excursion dans la vie finalement quotidienne des tsars, et c'est une biographie, donc, et ça a été écrit en français directement. Mais quelque part, on a certifié que les faits qui ont évoqués, ça correspond effectivement à la réalité russe, etc. Donc, et pareil, on a un livre qui était présenté au Centre Pompidou il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Donc, on l'a sorti en poche. Il était présenté, ça s'appelle Révolution. Ça s'est bien vendu à la sortie d'une grande exposition qui était organisée par le Centre Pompidou consacrée à l'art soviétique, justement, qui s'appelait Collectia. Et là, on a étudié l'espace soviétique comme une sorte d'espace culturel fermé avec ses codes, que ce soit des codes bien sûr, architecturaux, de musique, de design, de vêtements, etc. Donc, c'est apolitique, mais à la fois, malgré tout, c'est un ouvrage que je considère vraiment très juste, et qui est écrit donc par Catherine Berthaud-Lavenir, qui est professeure à la Sorbonne 3, notamment.
Voilà. Est-ce que je peux dire deux mots de nos bilingues? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dois dire que ça, c'est un succès presque inattendu. C'était quelque chose qui nous a été demandé par les libraires. C'est parce qu'on a dans notre catalogue, finalement, tous ces Russes que j'ai évoqués, ceux du 19e. Ce sont les auteurs donc, comme Lermontov, Kuprine, Dostoïevski, Tourgueniev, qui sont édités en russe et en français directement, avec vraiment une page en russe et une page en français. Et ce sont des textes souvent courts, donc faciles à lire finalement. Et nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de gens qui ont un jour appris au lycée un petit peu, ou peut-être à la fac, le russe, et qui sont vraiment heureux de retrouver cette langue et de pouvoir un peu lire finalement des super récits, enfin c'est plus des récits quand même ici, là, que des grandes œuvres, des grands auteurs, et pouvoir les retrouver un petit peu en français, en russe en parallèle, avec des passages à noter. On a fait tout le travail d'annotation des textes, de vérification. Et donc, c'est un petit succès. On a déjà 12 livres comme ça. Donc, c'est très intéressant d'y travailler également. Et donc, justement, la jeunesse qui est apparue plus récemment, pourquoi ce Oui. choix-là Alors, la jeunesse, il se trouve que j'ai passé 9 ans dans ma vie chez Hachette Jeunesse, et c'est sûr que c'est resté quand même un peu une passion, et c'est un plaisir de travailler sur les livres pour les enfants, mais il y en a tellement qui sont vraiment magnifiques. Et c'est grâce justement à la rencontre, c'est comme, enfin voilà, on ne s'enferme pas dans un carcan. J'ai rencontré Louison Milman, l'auteur donc de ces textes, enfin l'auteur de ces livres que je vais vous présenter. Et on a discuté avec elle, et elle m'a parlé de ses romans qu'elle a écrits pour les ados, euh, et des romans très durs en fait. Elle a dit personne ne veut les publier parce que c'est trop dur, et pourtant les sujets sont super importants. Donc c'est toutes les questions vraiment liées à la vie familiale et quotidienne de ces futurs adultes qui peuvent être confrontés vraiment à des cas de maltraitance à la maison, de violence des parents, voilà, il y a tous ces sujets-là. Et Louise O'Neillman, elle est justement, elle est au contact de ses enfants parce qu'elle les aide, et à la fois, donc, elle écrit des romans, et il m'a envoyé ces romans-là. Et quand je les ai lus, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et donc, je me suis dit, mais c'est simple pourtant, ces récits, mais c'est tellement juste. Il faut que les ados les découvrent. Il faut qu'ils sachent qu'il y a à chaque situation, même vraiment insurmontable, que l'on pense être insurmontable, il y a toujours une solution. Et c'est comme ça qu'on a publié le premier livre l'année dernière, qui est Le Masque du Père. On a eu une presse énorme, ça a été salué, enfin, pas mal de personnes. Donc, il s'agit là d'une une fille de 13 ans qui est témoin de maltraitance de sa mère par son père. Et voilà, à la fin, la solution existe et elle surmonte ça. On a mis à la fin des numéros aussi où les adolescents peuvent appeler, tout le monde peut appeler directement tous ces numéros d'urgence anonymes et gratuits. Et là, on vient de sortir aussi avec Louise Humain, donc c'est Tic Tac Boom. Là, c'est une histoire très complexe aussi, et à la fois écrit avec une telle justesse et avec tellement d'émotion par Louise Humain. C'est à la fois une histoire liée au risque terroriste, donc très actuelle finalement, et au un accident et don d'organes. Et donc, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment une histoire bouleversante. Et à chaque fois, c'est des petits récits comme ça, enfin des romans assez courts, bien adaptés finalement aux ados. Mais je trouve que quand on commence à les lire, franchement, on est mis d'une traite. Et je remercie Louise Milman, qui est par ailleurs une auteure vraiment reconnue qui publie chez les grandes maisons d'édition, plus grandes que la nôtre, de nous avoir fait confiance aussi à nous confier ses romans.
Pour le coup, c'est quand même extrêmement courageux de publier non seulement de la jeunesse, mais surtout, dans une maison généraliste, mais surtout de la littérature russe. Est-ce que vous voyez une appétence particulière du public français pour ce genre de littérature? Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que, on sait que la Russie, pendant des années, a été au centre des problématiques françaises, là un petit peu moins. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous craignez qu'il y ait un petit peu moins d'appétence pour cette littérature-là, ou au contraire, vous êtes plutôt optimiste? Je suis optimiste. Je suis optimiste. On se bat pour se faire connaître. Et, euh, et finalement, Macha, bon, je vous remercie vraiment de nous accueillir parce que c'est un tel honneur d'être appelé en tant qu'éditeur et que vous me donnez la parole. C'est absolument génial, hein. Mais finalement, je pense que ce sont nos auteurs, tous ceux que l'on publie, qui parlent le mieux, enfin, qui sont des œuvres uniques que l'on a la chance de découvrir et de proposer. Mais après, finalement, c'est le nom de l'auteur, c'est la couverture, c'est le titre et c'est tout notre travail de nos diffuseurs et distributeurs du groupe Albin Michel, donc d'Illisco. Ils sont venus nous voir et qui font un travail absolument formidable de placement en librairie. Donc, nos livres sont quand même vraiment bien représentés partout en France. Donc, je pense on fait tout ce travail-là pour dire, peu importe le logo en bas, Macha, achète ou qui, c'est certes, j'espère être aujourd'hui une sorte de gage de qualité lié au choix des titres et des œuvres. Mais finalement, c'est l'auteur aussi le livre lui-même, soutenu par tout ce réseau, parce qu'on n'est jamais seul finalement, voilà, il y a tous ces représentants-là, qui doit aussi se frayer le chemin et conquérir, chaque livre est différent, conquérir le chemin peut-être des lecteurs différents. Et donc, chaque livre, c'est un travail énorme. On recommence chaque fois, et journalistes et tout le monde, et les présentations. Et là, ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça que merci encore de nous accueillir et de mettre en lumière tous ces talents que l'on essaie de produire et de proposer, en fait. Donc, c'est finalement peut-être pas assez stratégique, mais en tout cas, c'est toujours des coups de cœur, c'est toujours quelque chose d'intéressant, toujours que l'on pense être différent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et voilà, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on qu'on sort, que l'on publie chaque livre. Merci à vous, Marie. Si on s'adressait à un lecteur qui n'a jamais lu d'auteur russe, ou en tout cas qui est qui lit en tout cas peu de littérature russe, par quel livre de Masha vous lui conseillerez de commencer, en sachant que Dina Rubina, évidemment, puisque elle va arriver, je la vois là, mais pour le coup, est-ce qu'il y a un livre qui permet d'être une sorte de porte d'entrée à l'univers russophone? Mais c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est que je pense qu'il y a une réelle pluralité, différentes portes d'entrée. Finalement, c'est pour ça qu'on a tous ces genres. Je suis sûre qu'un livre comme À la table des tsars, c'est un énorme portail d'entrée parce que c'est effectivement quelque chose, cette vision de la Russie euh, telle que l'on aime en France, donc c'est fabuleux, bien sûr. Mais Parce qu'en fait, les ouais. problématiques russes sont très variées, très diverses. Donc justement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, est-ce qu'il y a un ouvrage qui sort du lot? C'est celui-ci? Enfin, tous nos auteurs, ils sont Oui, super. pardon, Je pas ne qui sais pas, sort du lot, bien c'est sûr. Non, comme non, les bien sûr. enfants, c'est pas lequel tu préfères. Non, mais je pense que malgré tout, dans la fiction, et c'est pour ça que vraiment je remercie Dina Rubina qui est là. euh, je pense que dans la fiction, c'est vraiment indépendamment de la nationalité. Bonjour, bonjour, добрый день. Я вас как раз представляю. Je pense que justement, au-delà de la nationalité, finalement, Dina Rubina est celle qui représente une sorte de quintessence du roman, quoi, d'auteur de roman. Chaque livre est tellement différent, c'est tellement finalement
romanesque, justement. Je pense que je conseillerais quand même le syndrome de Petrouchka, vraiment, sincèrement, parce que c'est bien écrit, c'est tellement poétique, il y a un vrai style. C'est pour ça que je commencerai vraiment par celui-ci. Добрый вечер, Дина. Привет всем, бонжур, бонжур, бонжур. Добрый вечер. Очень приятно видеть всех, кто имеет отношение к благородному делу выдвижения книг в общество, к читателям. Ça me fait un très grand plaisir de voir ici rassemblés tous ceux qui s'occupent de cette noble besogne que de faire sortir des livres et de les porter vers l'écrivain. Tout le plaisir est pour nous. Ah, pour le coup, Si vous Marie, voulez, je peux présenter, oui. Voilà, parfait. Дина, я сейчас немножечко представлю ваше творчество, да, в небольшой такой презентации, да, 5 минут, ну, чтобы все-таки люди поняли, какое богатое ваше творчество. Хорошо, Машенька, да? Donc, il faudrait que vous m'autorisiez à partager l'écran, s'il vous plaît, Anthony. Je rappelle que je ne parlais pas russe, hein, Marie. Si vous... Donc, Marie voudrait faire une petite présentation de 5 minutes voilà, de l'œuvre de Dina Rubina. Ce qui va être difficile, mais juste pour montrer un petit peu ce que cette écrivaine représente. Ça devrait être bon, Marie. Ouais, parfait. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Oui, alors bon. Voilà, c'est un énorme plaisir et un énorme honneur pour nous, bien sûr, de traduire et de représenter Dina Rubina en France, puisque c'est une immense auteure, comme je disais, de presque 40 romans qui sont déjà été traduits en 38 langues. Et bizarrement, il n'y avait que 2 petites œuvres qui étaient traduites en France. Et donc, pour nous, c'est vraiment une véritable lacune qu'on a voulu couvrir. Donc, Dina a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Elle est fille et épouse de peintre. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que finalement, dans son œuvre, les références picturales sont très importantes. Et effectivement, les comparaisons, et elle peint elle écrit comme si elle peignait un tableau, et c'est ça qui est surprenant. C'est pour ça que je pense vraiment, pour découvrir la littérature contemporaine, il faudrait commencer par Dina Rubina et le Petrouchka. Donc, effectivement, c'est vraiment une œuvre universelle. Comme je disais, c'est peu importe où vous êtes, ça va, et d'où vous venez, ça va directement à votre cœur. Donc là, le premier titre qu'on a publié il y a un an, du côté ensoleillé de la rue, ça se passe à Tachkent, une ville multinationale par son histoire, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, plein de gens sont réfugiés à Tachkent et ils sont restés, donc il y avait plein de nationalités qui est restées. Donc ça a été remarqué quand même par le monde des livres, voilà, ce roman-là, dès sa sortie, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, bon, là, vous allez parler à Dina, donc je vais vous épargner toutes ces longues présentations, mais finalement, c'est un style onirique, c'est aussi des histoires finalement très bien ficelées, c'est vraiment des intrigues prenantes, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est très romanesque. Et là, nous avons eu la sortie donc, en janvier de second livre qui est le syndrome de Petrouchka, qui est voilà, ce que je vous conseille. Je voulais dire que du côté ensoleillé de la rue est ressorti là en France chez Pocket en livre poche dans la catégorie Révélation, pour dire quand même que c'était quand même remarqué aussi par vraiment les maisons d'édition voilà, plus moins indépendantes que la, enfin plus grandes que nous. Et Dina est une excellente... Oui, le syndrome de Petrouchka sortira aussi, selon mes sources, chez Pocket. Bravo, oui, c'est vrai. Vous connaissez toute notre vie. Дина, я вам не перевожу, я думаю, вы знаете это все наизусть. Да, я догадываюсь.
Je voulais juste montrer que, bon, avant, l'année dernière, juste avant le confinement, on a eu la chance de pouvoir lire les textes de Dina Rubina en lecture théâtrale et bilingue. Dina lisait en russe et Elisa Tovati lisait en français. C'était quand même vraiment quelque chose de passionnant pour nous. Je voulais vous montrer simplement que le syndrome de Petrouchka est une œuvre tellement... finalement, comment dire, le scénario est tellement bien ficelé et facile finalement que ça a été adapté au cinéma. Ça a été projeté d'ailleurs récemment en France, dans les petits théâtres, mais quand même. Donc, il y avait ça. Et je voulais simplement vous montrer que quand Dina Rubina est venue l'année dernière en France, vous voyez, il y avait une queue énorme. Donc, c'est vraiment quelqu'un que l'on aime tous. Et voilà, merci beaucoup du coup de venir l'écouter aujourd'hui. Voilà. Alors, parfait. Dina, je vais m'adresser directement à vous et Ina fera la traduction. Merci d'ailleurs, Ina, pour cette traduction. Pour le coup, Dina, j'aimerais connaître votre parcours et notamment ce rapport à la poésie, parce que votre écriture est empreinte de poésie. Est-ce que c'est un genre particulier qui vous a mené à l'écriture directement? Дина, хотелось бы немного послушать про ваш путь как писателя и, в частности, про поэзию, которая пропитывает все ваше творчество. То есть поэзия ли была, так скажем, тем, что привело вас прямо в писательство? Нет. В писательство меня привела провинциальная наглость 15-летнего подростка. Non, c'est mon insolence provinciale, l'insolence d'une ado de 15 ans que j'étais, qui m'a amené donc sur mon chemin de l'écrivain. В свое время меня называли ташкентской Франсуазой Саган. De mon temps, j'ai été appelée une Françoise Sagan de Tashkent. Потому что в возрасте 15 лет я послала какой-то свой рассказ в самый популярный советский журнал «Юность», который выходил тиражом 3 миллиона экземпляров. Parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai envoyé donc de Tashkent l'un de mes récits dans une revue soviétique qui était très populaire, qui s'appelait Юность, la jeunesse, et qui paraissait en 3 millions d'exemplaires. Это была мгновенная слава, которую осознать я не могла ввиду своей крайней молодости. Et c'était une gloire qui est venue à l'instant et que je n'ai pas pu comprendre tout à fait, vu que j'étais très jeune. И хотя потом я стала самым молодым членом Союза писателей России, прошло много времени, прежде чем я стала специалистом, мастером, профессионалом в своей профессии. Et bien que très tôt je sois entrée dans l'Union des écrivains, donc de l'Union soviétique, j'étais devenue le membre le plus jeune de l'Union des écrivains. Plusieurs années ont passé avant que je ne devienne vraiment professionnelle donc, dans mon métier. Сейчас я никогда не включаю в свои сборники эти ранние рассказы. Я считаю их крайне несовершенными. Aujourd'hui, je n'inclus jamais ces récits que j'ai écrits quand j'étais jeune dans les recueils de mes œuvres parce que je crois qu'elles sont tout à fait imparfaites. Сейчас издательство «Эксмо», это самое крупное издательство в России, выпускает собрание сочинений моих в 25 томах. И там, конечно, нет этих ранних рассказов. Aujourd'hui, la maison d'édition Exmo, qui est la plus grande maison d'édition en Russie, fait paraître mes œuvres complètes en 25 tomes, mais bien sûr, il n'inclut pas ces récits précoces. Я пишу 50 лет. Ça fait 50 ans que j'écris. В этом году исполняется 50 лет, как я вышла к читателю. Для меня это жизнь,
которое уже немыслимо без моей работы. Я не помню себя без литературы. Cette année, donc, je fêterai, on peut dire 50 ans, depuis la première fois que donc, j'ai paru devant le lecteur. Et pour moi, donc, c'est une vie que je ne peux pas imaginer sans mon travail. C'est une vie que je n'imagine pas sans la littérature. Я автор очень многих романов, многих повестей, рассказов. И сейчас работаю над новой книгой. Это образ моей жизни. Для меня главная судьба человека в сердцевине века. Donc, j'ai fait paraître, j'ai écrit plusieurs romans, plusieurs récits, plusieurs nouvelles. C'est mon mode de vie. Aujourd'hui, je travaille sur un nouveau livre. Et pour moi, ce qui est le primordial, c'est le destin de l'homme dans le cœur du siècle. Примерно так. C'est à peu près ça. Justement, Dina a été reconnue très tôt pour son talent par rapport à une nouvelle. Elle a publié donc des essais, des romans, mais est-ce qu'elle a un exercice préféré où elle se sent en tout cas le mieux, où elle exerce le mieux ce qu'elle a en tête? Вот вы очень рано стали известны благодаря как раз рассказам, вы писали романы, вы писали и эссе. Какая форма для вас самая удобная, какую форму вы предпочитаете, какое, скажем, упражнение позволяет вам как можно лучше выразить то, что у вас в голове? Это очень интересный вопрос, спасибо. C'est une question très intéressante, merci. Марк Твен, замечательный американский писатель, говорил, все рассказы писать очень трудно. Но есть одна дьявольски трудная форма рассказа – это юмористический рассказ. Mark Twain, donc l'écrivain américain, un très bon écrivain américain, disait que toutes les nouvelles étaient dures à écrire, mais il y avait vraiment une forme de nouvelle diabolique, donc très pénible, c'est la nouvelle humoristique. Это зависит, все зависит, интонация писателя, зависит от его взгляда на мир, от его манеры воспринимать реальность. Cela dépend, donc tout dépend, l'intonation de l'écrivain, tout dépend de son regard, le regard qu'il porte sur le monde et sa manière de percevoir les réalités. Например, для меня немыслимо восприятие мира без юмора, без сарказма. Pour moi, une perception du monde sans l'humour, sans le sarcasme est tout simplement inimaginable. Это очень важная краска в моей творческой палитре. C'est une peinture très importante sur ma palette de l'écrivain. Поэтому форма, в которой я работаю, всегда диктуется образом героя, который я вижу. Et donc, la forme dans laquelle je travaille est toujours dictée par l'image du héros que je vois. История человека и то, что с ним происходит, собственно, и диктует форму каждой новой следующей книги. L'histoire du personnage, ce qui se passe avec ce personnage, c'est cela qui définit la forme de chaque nouveau livre. Например, сейчас я пишу книгу, главный герой, который психиатр. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre dont le personnage principal est un psychiatre. Человек очень добрый, очень трепетный и очень нервный. C'est quelqu'un de très gentil, de très sensible et de très nerveux. И несмотря на то, что он профессиональный психиатр, он вполне мог бы стать своим собственным пациентом. Et bien que ce soit un psychiatre de métier, il aurait très bien pu devenir son propre patient. Поэтому я придумала форму этой книги, которая будет состоять из множества
маленьких миниатюр, очень острых. Et donc, j'ai inventé une forme pour ce livre. Il se composera de plusieurs miniatures, donc très parlantes, très aiguës. Это забавные истории, которые происходят с ним или с его пациентами, с его возлюбленной, с его женой и так далее. Il s'agira de petites histoires amusantes qui se passent avec lui, avec ses patients, avec sa femme, etc. То есть вот эта форма – это роман, но состоящий из множества осколков зеркала, в котором этот герой видит себя с миллионом сторон. Donc, il s'agit d'un roman, mais ce roman va se composer d'un million d'éclats de miroirs dans lesquels ce personnage peut se voir d'un million de perspectives, d'un million de points de vue. И иногда читатель даже не понимает, чей это голос – врача-психиатра или шизофреника, которого он лечит. Et parfois, le lecteur ne comprend même pas la voix de qui il entend en ce moment-ci. Est-ce que c'est la voix du psychiatre ou est-ce qu'il s'agit de son patient schizophrène qui suit son traitement? Поскольку после этого страшного года пандемии мне захотелось написать что-то нежное, доброе, теплое. Люди устали от безнадежного одиночества. Мне захотелось открыть объятия, поэтому мне показалось, что именно этот герой, именно эта форма будет наиболее органична в новой книге. Comme après cette horrible année de pandémie, quand les gens sont devenus vraiment las de cette solitude désespérante, j'ai voulu écrire quelque chose de gentil, quelque chose de chaud, de chaleureux. Et donc, pour moi, c'est justement cette forme que je voudrais utiliser, qui serait la forme idéale pour ce nouveau livre. Вообще герой приходит к тебе и говорит: смотри, я люблю, не знаю, женщин, я люблю выпивку, я люблю шутку. Он говорит мне, в какой форме он бы хотел предстать передо мной сначала, потом перед читателями. En général, le personnage qui vient vers moi, il me dit ce qu'il aime. Il dit bon, j'aime les femmes, j'aime la boisson, j'aime une bonne plaisanterie. Et il me dit aussi dans quelle forme il voudrait se présenter d'abord devant moi et ensuite devant mes lecteurs. А иногда ко мне после выступления, я много выступаю, подходит какой-нибудь слушатель и говорит: знаете, я хотел бы рассказать историю своей бабушки. Она такая пронзительная. И вот эта история будет совершенно написана в другой тональности и в другой форме. Et parfois, vous savez, comme je fais plusieurs interventions, je parle beaucoup, des fois, il arrive qu'après une intervention, un lecteur vient me voir et il dit « Je voudrais bien que vous écoutiez l'histoire de ma grand-mère ». C'est une histoire donc très, on peut dire, on peut pas dire qu'elle soit triste, mais c'est une histoire donc très pénétrante. Et cette histoire, il serait écrit déjà avec une toute autre tonalité et dans une toute autre forme. Короче, живой человек с его страстями, с его характером, с его любовью всегда диктует ту форму, в которой он возникнет перед читателем. En bref, une personne vivante, une personne avec ses passions, avec son propre caractère, avec ses propres amours, cette personne va toujours dicter la forme dans laquelle elle veut être représentée devant le lecteur. Alors, justement, avec ce troisième roman, enfin pas ce troisième roman, mais ce futur troisième roman publié chez Macha, j'espère, j'imagine, il y a quand même des points communs avec les deux premiers. C'est une sorte de labyrinthe temporel, en réalité, voire géographique,
où j'ai l'impression que votre but pour écrire, c'est celui de la perte de repères. Est-ce que c'est véritablement une intention que vous voulez faire ressentir à votre lecteur? И вот в третьем этом романе, который скоро появится у Маши Паблишинг, кажется, что есть у него связь с двумя предыдущими романами, что это такой временной, а может быть и географический лабиринт. И вот кажется, что цель писателя – это показать, как человек теряет опору, теряет вехи. Была ли у вас такая цель? Это ли вы хотите, чтобы мы почувствовали, чтобы читатель почувствовал? Конечно, спасибо, вы очень точно видите цели писательские. Bien sûr, et merci d'avoir vu avec une telle précision ce but d'écrivain. Мне кажется, что в современной литературе нахождение личности в лабиринте времени и общества – это самый больной нерв, который всегда ищет писатель. Je crois que dans la littérature moderne, donc cette personne qui se retrouve dans un labyrinthe temporel et dans un labyrinthe sociétal, c'est là le nerf le plus douloureux qui est toujours recherché par un écrivain. Это то, как человек, как вы верно заметили, теряет опоры или, наоборот, ищет опору и находит опору в самых разных вещах. В искусстве, в любви, в истине какой-то, к которой он приходит на протяжении действия книги. Et donc, effectivement, il s'agit d'un côté, comme vous l'avez si bien relevé, d'une personne qui perd ses repères, mais aussi d'une personne qui cherche les repères et qui trouve des repères dans des choses les plus différentes. Il peut les trouver dans l'amour, il peut les trouver aussi dans une vérité à laquelle il arrive, donc vers laquelle, on va dire, il marche sur toute la durée du livre. Душевная боль всегда была одной из самых важных акупунктурных точек искусства. La douleur dans l'âme, ça a toujours été l'un des points les plus saillants, les plus importants dans l'acupuncture de l'art. Чем больше этих точек акупунктурных в книге задействует автор, тем выше душевная и эмоциональная цена книги. Et plus donc l'auteur va faire entrer, on peut dire, dans ce livre ces points de l'acupuncture, plus grande est la valeur spirituelle, la valeur littéraire du livre. А дальше вступает в силу интонация автора, стиль автора. Ведь можно очень мрачно описать жизнь человека. Et ensuite, c'est l'intonation de l'auteur qui se met en jeu, c'est son style, parce que une vie d'homme peut être décrite de manière tout à fait lugubre. И вы будете читать этот длиннейший лабиринт мрачных событий, которые эмоционально и душевно вас не затронут. Et vous allez donc pénétrer dans ce long labyrinthe de ces événements lugubres qui ne toucheront pas votre âme. Или появляется человек, который начинает шутить, и в какой-то момент сострадание и нежность, пронзительность схватит вас за горло, и вы будете плакать над самыми смешными страницами. Ou bien, il y a un personnage qui vient et qui commence à plaisanter, il plaisante, et à un moment, vous vous sentez transi par la compassion, par la sensibilité, et vous commencez à pleurer sur des pages qui paraissent tout à fait amusantes. В конце концов, все в искусстве упирается не в форму
и даже не в героя, а в обаяние стиля того или другого автора. Finalement, dans l'art, dans la littérature, ce n'est pas la forme qui joue, ce n'est même pas le personnage, mais c'est le charme du style de l'écrivain. Je crois que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. J'aimerais savoir justement par rapport au fait qu'elle disait tout à l'heure, Dina disait que c'est les personnages qui venaient à elle. Alors comment ils viennent à elle? Est-ce qu'il y a quel est le mécanisme justement sur l'écriture? Et deuxième question, sur la documentation, puisque le syndrome de Petrouchka est extrêmement documenté. Combien de temps a-t-elle mis à l'écrire et quelles sont les documentations dont elle a fait preuve? И вот как раз вопрос о персонаже. Вы говорите, что персонаж к вам приходит. Да? Как именно он к вам приходит? Есть ли у вас какие, так скажем, ваши механизмы письма? Это первый вопрос. И второй вопрос, где вы находите такую обширную документацию? Потому что если посмотреть на синдром Петрушки, там совершенно огромная матчасть. Вот. Сколько у вас уходит на эту матчасть? Как вы ее ищете? Ну, это, к сожалению, вопрос, как говорят американцы, да, на $1 миллион. Malheureusement, c'est une question, comme diraient les Américains, c'est une question pour $1 million. Очень долго я бы рассказывала про то, как приходит тот или другой герой. Они все возникают в самых разных обстоятельствах, и это тоже приключенческая повесть. Je pourrais parler des heures de la manière dont différents personnages sont venus à moi. À chaque fois, ils arrivent dans des circonstances tout à fait différentes et tout cela pourra constituer un roman d'aventure à lui seul. Но вы задаете очень точные вопросы. Дело в том, что последняя по времени моя книга как раз об этом. Это самая толстая моя книга, если не считать трилогии. Она называется, сейчас минуточку, Инночка, я добавлю, она называется «Одинокий пишущий человек» и как раз рассказывает обо всех этих вопросах. Я отвечаю там на все вопросы творческие. Donc, mais vous posez des questions très précises et justement, mon tout dernier livre parle de cela. C'est mon plus gros livre sans compter la trilogie. Le livre qui s'appelle « Une personne qui écrit en solitude » et qui justement répond à toutes ces questions liées à mon œuvre, liées à la littérature. Что касается колоссальной действительно работы над реалиями, то, что вы назвали матчастью, мне кажется, что это честная работа честного писателя. Я действительно огромное количество времени посвящаю изучению мельчайших деталей романа. Et en ce qui concerne ce travail colossal qui est le travail sur la documentation, je crois qu'il s'agit ici d'un travail honnête qu'un écrivain honnête se doit de faire. Effectivement, je consacre énormément de temps à étudier les réalités, donc concernant mes romans, à étudier jusqu'au tout petit détail les éléments de réalité qui forment mon roman. Дело в том, что однажды я устала от этого. И когда я закончила роман «Почерк Леонардо», где была оптика, цирк, физика, огромное количество материала, потом продолжим. Donc, en fait, un jour, j'en suis devenue lasse et quand j'ai terminé mon roman qui s'appelait L'écriture de Leonardo et qui parlait de plusieurs choses, de l'optique, du cirque, donc d'autres choses. Я решила, все, хватит. Сейчас я напишу следующую книгу, где я знаю все. Мой герой будет художник. Мой герой будет очень талантливый человек, фальсификатор
шедевров. Donc là, je me suis dit, bon, ça suffit. Maintenant, je vais écrire quelque chose où je saurai de quoi je parle. Donc, je saurai très bien même de quoi je parle. Mon personnage sera un peintre. Ce sera un peintre très talentueux, un falsifieur de chefs-d'œuvre. Я дочь художника, я жена художника. Я все про это знаю, решила я. Comme je suis fille de peintre, femme de peintre, je sais tout sur la peinture, ai-je décidé. И все пошло к чертям. Год я изучала технику живописи, технику реставрации, сидела обложенная книгами, и в результате я написала роман «Белая голубка Кордовы». Et finalement, tout est allé au diable. J'ai passé 1 an entourée de livres à étudier la technique de peinture, à étudier les techniques de restauration. Et donc, finalement, au bout d'un an de travail, j'ai écrit le roman qui s'appelle La colombe blanche de Cordoba. Это простой ответ на ваш вопрос. Если я хочу, чтобы читатель мне поверил, я обязана знать все досконально. Я обязана создать впечатление абсолютной осведомленности. Et donc ça, c'est une réponse simple à votre question. Si je veux que le lecteur me croie, donc il faut que je sois absolument renseignée dans ce que j'écris. Au moins que je crée cette impression. Это моя страсть, это мой азарт, и это моя репутация. C'est ma passion, c'est aussi mon hasard et c'est aussi ma réputation. Justement, par rapport au fait que... Alors, j'aimerais bien faire intervenir aussi Marie par rapport à la relation éditrice-autrice. Justement, Marie, comment vous recevez les œuvres de Dina, vu qu'elle a traduit... On rappelle que le syndrome de Petrouchka est sorti en 2010 en Russie, donc ça fait déjà plus de 11 ans. Donc, c'est déjà chapeau à Dina pour s'en rappeler aussi facilement. Mais pour le coup... quel est votre rapport entre vous? Comment travaillez-vous ensemble? Est-ce qu'elle vous envoie directement maintenant les romans pour que ce soit traduit ou pas du tout? И следующий вопрос для Марии сначала об отношениях ваших как писателя и издателя, то есть каким образом приходят к Марии ваши романы, как они, то есть какой вообще механизм взаимодействия? Маша, это вам вопрос или мне? Это мне on peut вопрос. avoir les deux. On peut avoir les deux versions, hein, évidemment. La version de l'éditrice. Хочется услышать обе версии вопроса. Я начну. Тогда, eh bien sûr, c'est avant tout, pour nous, c'est un immense honneur et vraiment un immense cadeau d'avoir pu approcher Dina quand nous avons compris que cette immense autrice n'a pas été suffisamment représentée en France. Инна, Ну, хотелось бы сказать, что для нас это огромная честь, что мы можем сотрудничать с Диной Рубиной, прекрасным автором, который, к сожалению, недостаточно представлен во Франции. Et évidemment, j'avais très, très peur d'approcher Dina et je sais que c'était quand même, je devais lui prouver finalement que nous étions capables et d'être à la hauteur, de ne pas trahir finalement ses œuvres et son style. Effectivement, Dina était quand même, comme vous avez dit, publiée déjà chez Actes Sud, c'était des récits, mais voilà, et finalement, nous, toute une jeune maison d'édition qui commence, il fallait que je fasse un petit peu, que je la rassure, je pense quand même, et c'était normal, sur notre capacité à la défendre et à la représenter.
И, конечно, сначала я очень боялась к Дине подходить, поскольку уже были книги, которые вышли в Actes Sud, но мы были таким молодым издательством, и вот очень хотелось убедить как-то, что мы сможем остаться на высоте, не предать стиль, не предать текст и, так скажем, остаться на высоте произведений. Et effectivement, je pense que, enfin, Dina, elle donnera sa version, mais c'est pour ça que j'adore et finalement ce qu'on fait, c'est que c'est une réelle aventure, enfin aventure, comment dire, une vraie histoire humaine finalement, cette relation-là, c'est-à-dire que entre l'éditeur et l'auteur, c'est forcément avant tout une relation humaine. Je pense qu'il faut vraiment s'apprécier et se faire confiance. Et une fois qu'on a établi cette confiance, on a pu travailler sur les textes. И, конечно, вы дадите свою версию, но вот мне кажется, то есть за что я люблю, собственно, мою работу, за то, что это получилось такое приключение, даже не приключение, а целая человеческая история. И главное в отношениях издателя и писателя – это прежде всего отношения человеческие и отношения доверия. И как только между нами установилось доверие, мы смогли уже взяться за тексты. Et bien sûr, chaque... enfin, les traductions, c'est quelque chose de très long et très précis. Effectivement, il faut bien être certaine de ce que l'on fait, de ce que l'on comprend. Il y avait des échanges et c'était surtout, on a vraiment beaucoup travaillé sur le dernier ensemble. On a vraiment travaillé, oui, sur les choix. J'essayais de retraduire même à Dina, finalement, les versions, enfin, ce que ça donnait en français, vous voyez, faire vraiment une espèce de miroir comme ça, inverse, pour qu'elle voit aussi comment ce que ça donne en français. Et voilà, la seule chose, comment dire, que je peux regretter aujourd'hui, c'est qu'à cause de cette histoire de Covid et tout ça, toute cette construction-là a été un petit peu arrêtée pour qu'on puisse un peu mieux encore vraiment faire connaître tout ce travail derrière, mais je suis sûre qu'on va recommencer avec les beaux jours qui reviennent, quoi, et la vie qui reprend. И вот тоже хотелось бы сказать, что перевод – это точный и долгий процесс, поэтому мы очень много в процессе переписывались, особенно в процессе перевода последней книги, где мне приходилось работать своеобразным зеркалом, переводить Дине обратно то, что перевели на французский, чтобы удостовериться, что все точно. Вот, это очень интересная работа. Единственное, о чем я жалею, что из-за этой пандемии все это несколько приостановилось, но хочется надеяться, что прекрасные дни вернулись, и с ними снова начнется вся эта работа. Я хочу, в свою очередь, сказать, что я обожаю профессионалов, причем в любой области человеческой деятельности. À mon tour, je voudrais dire que j'adore les professionnels dans tous les domaines de l'activité humaine. Когда я приезжаю в гараж чинить свою машину и вижу, как работает высококлассный механик, я не ухожу пить кофе с круассаном в соседнее кафе. Я стою рядом и смотрю, как он работает. Quand je viens au garage pour faire réparer ma voiture et que je vois un ouvrier donc qualifié qui y travaille, je ne m'en vais pas pour boire un café avec un croissant dans un café de coin, je reste à le regarder travailler. Можете представить, как для меня важен профессионализм в издательской сфере. Et vous pouvez vous imaginer à quel point le professionnalisme de la maison d'édition dans la sphère éditoriale est important pour moi. В течение жизни я сталкивалась с самым ужасным проявлением непрофессионализма в самых уважаемых издательствах. Tout le long de ma vie, j'ai été confrontée à des manifestations tout à fait horribles du non-professionnalisme dans les maisons d'édition les plus respectées. Недавно меня перевели на 41-й язык, адыгейский. Il n'y a pas longtemps, j'ai été traduite en 41e langue, la langue d'Adыгей, de la République d'Adыгей. И в крайне редких случаях я видела абсолютно захватывающую
внимание и страсть к работе перевода, к работе издания. Вот с такой страстью, с таким vниманием я столкнулась в издательстве Masha Publishing. Donc j'ai été beaucoup traduite, mais c'est rare que je vois donc on peut dire une vraie passion, un vrai amour donc de traduction, de publication, et c'est cette passion que je retrouvais dans la maison d'édition de Masha Publishing. Я была совершенно очарована преданностью своей работе, делу своей жизни. И я сразу решила, я для себя сразу решила, не имеют никакого отношения деньги. Перевод вообще не вопрос денег. Это вопрос совершенной магии, значения слова и смысла, и образа, перенесенного в другой язык. Donc j'ai vu j'ai été tout à fait charmée par cette fidélité par rapport à son travail, par rapport, on peut dire, au travail de sa vie. Et là, je me suis dit, très bien, l'argent ne compte pas. De toute façon, la traduction, ce n'est jamais la matière d'argent. Il s'agit de la magie avec laquelle la signification, le sens du mot, l'image sont transposés dans une autre langue. И тут, конечно, колоссальную роль играет то обстоятельство, что сама Мари блестяще владеет родным для нее русским языком, и она могла очень внимательно, пристально, въедливо вгрызаться в саму плоть перевода. Et bien sûr que ici, la signification colossale est portée par cette maîtrise brillante par Marie elle-même de la langue russe qui est sa langue maternelle. Et grâce à cette connaissance, donc Marie a pu, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration, on peut dire mordre dans la chair même de la traduction. Je suis la terreur des traducteurs. Ils tremblent quand j'apparais. Я ужас переводчиков. Переводчики меня боятся и прячутся, как только я появляюсь. Это прекрасно, это прекрасно. C'est magnifique. Que de compliments pour vous, Marie, ça doit être particulier. Спасибо, Дина, я прямо... Сколько комплиментов. Тоже обратно с вами встретиться. Просто, да, спасибо большое. Это такая большая для меня честь и радость. И действительно, вот такая дружба, которую вы для меня, да, как бы вот энергию, которую vous нам даете, и ваше доверие, это всегда очень важно. Спасибо большое. Merci beaucoup, c'est très important pour nous, cette amitié que vous nous offrez, cette énergie que vous nous apportez, et donc j'ai à nouveau envie, j'ai très envie de vous retrouver en vrai. De vous inviter, j'espère vraiment qu'il faut voir Dina en vrai, on refera une petite lecture quelque part dans un théâtre en vrai, parce que voilà, mais animé par Anthony. Обязательно постараемся, нужно постараться пригласить вас и устроить еще одни театральные чтения. Уже вживую. Это я всегда. Я, знаете, я не знаю, какой я писатель, но зато я актриска. Я обожаю сама читать свои произведения и все прочитываю на аудиозвучание. И вы знаете, есть мои читатели, которые стали моими слушателями, которые просто принципиально ждут аудиоверсии моей новой книги и слушают это. Alors ça, je suis toujours ravie de le faire. Je ne sais pas quel écrivain je fais, mais je sais que je suis aussi actrice. Je lis mes romans, je lis mes romans donc pour la perception audio, et je sais qu'il y a des lecteurs à moi qui sont devenus mes auditeurs. Ils entendent, donc par principe, ils ne veulent pas lire, mais ils entendent que le roman apparaisse dans une version audio, ils l'écoutent.
Ce sera notre prochaine étape, je pense. Vraiment, il faut qu'on enregistre. On en avait déjà parlé avec Dina. Je pense que là, c'est ce qu'on va faire là. On va enregistrer. Может быть, это будет наш следующий этап, вас записывать. Мы об этом уже говорили. Прекрасно. Я не против. Je ne suis pas du tout contre. Alors, avant de passer à la suite et peut-être de faire une petite lecture russe et français, on va faire une photo. On a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont les livres. Oui, allez-y. Перед тем, как пойдем дальше, сделаем маленькое групповое фото. У нас это такая традиция. 3, 2, 1. Parfait. C'est bon, super. Donc, on y va pour la lecture. Ina et теперь... И будь ты проклят со всем своим балаганом. Надеюсь, никогда больше тебя не увижу. Довольно я полжизни провела за ширмой кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, ты возникнешь передо мной. Возникну. Часиков через 5 как раз и возникну, моя радость. Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся. Все хорошо. Все, можно сказать, превосходно. Она выздоравливает. Взглядом он обвел отсек Пражского аэропорта, где в ожидании посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо вздыхал кофейный Змей Горыныч за стойкой бара, шипением изрыгая в чашке молочную пену, и вновь принялся рассматривать двоих – бабушку и внучку Ягозу лет 5. Et sois maudit, toi, avec tout ton Bataclan. Je lis moins bien que Dina, excusez-moi. Ça va être juste la traduction. J'espère que je... Excusez-moi, je recommence. Et sois maudit, toi, avec tout ton Bataclan. J'espère que je te ne reverrai plus jamais. Ça suffit comme ça. J'ai passé la moitié de ma vie derrière le paravent d'un marionnettiste. Et si jamais un jour, même par hasard, tu surgissais devant moi, je surgirai devant toi. Dans 5 petites heures, je serai là, justement, mon cœur. Il plia soigneusement la feuille de papier sur laquelle le mot marionnettiste se déformait et s'abîmait sur l'arête. Il la fourra dans la poche intérieure de sa veste et ébaucha un sourire de satisfaction. Tout va bien. On peut même dire que tout va pour le mieux. Elle reprend du poil de la bête. Il parcourut du regard la salle d'embarquement de l'aéroport de Prague, dans laquelle, en attendant leur vol, les passagers de nuit ondoyaient à peine leurs nageoires. En revanche, derrière le comptoir du bar, la machine à café, ce dragon mythologique, respirait chaudement en crachant dans un sifflement une écume laiteuse dans les tasses. Puis, il se mit à observer 2 personnes, une grand-mère et sa turbulente petite fille de 5 ans. Merci. C'était la fin, hein. C'est bon. Oui, merci à toutes les deux. Je reviens justement sur les résumés, sur les pitchs des 2 livres. Peut-être que Dina ou Marie, peut-être que Marie sur l'un et Dina sur l'autre, comme ça on sépare un peu la parole. Justement sur les pitchs des romans. Comment elle pourrait tout simplement, déjà Dina, pourquoi l'univers des marionnettes et le syndrome d'Engelmann, pourquoi ces 2 thèmes particuliers, donc peut-être Dina sur le syndrome de Petrouchka, nous raconter ce qu'il se passe dans ce roman, même si c'est très difficile, et Marie peut-être sur le premier, du côté ensoleillé de la rue. И вот хотелось бы теперь поговорить немножко о содержании этих 2 книг. Может быть, Мария и Дина разделят их между собой. Вот о синдроме Петрушки, может быть, Дина может сказать, почему была выбрана такая тема. И, в принципе, конечно, это очень сложно, но рассказать примерно, о чем там речь. Я могу рассказать, может быть, так как небольшой просто синопсис о синдроме, да, и о выборе, может быть, тогда вы уже, да, Дин, я думаю, так, может быть, даже проще. Je proposais simplement peut-être
quand même de me mettre en avant et de résumer finalement ce livre en 2 mots parce que c'est vraiment très compliqué. Et je pense que le syndrome de Petrouchka, chaque lecteur va le résumer à sa manière. En fait, on a fait un test, on a écrit plusieurs quatrièmes de couverture. C'est vraiment ça qu'on doit mettre à un moment donné devant le lecteur. Et chacune de nos 3 a fait une quatrième de couve complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce que Dina dira après. Inna, ça va? Извини. Дело в том, что книгу эту достаточно сложно резюмировать. Каждая из нас написала свое собственное краткое содержание, которое публикуется на, так скажем, на обложке. Значит, на задней обложке. Вот, и получилось у всех совершенно разное краткое содержание. Eh bien, ma version, c'était celle de l'amour malgré tout, en fait. C'est comme on disait tout à l'heure, chacun choisit dans cette spirale quelque chose à quoi s'accrocher. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est cette histoire d'amour de 2 êtres, finalement, d'un marionnettiste, Petya, et de sa femme, Lisa, qui était d'abord son actrice et préférée. Et ensuite, quand elle n'a pas pu monter sur scène, il a fabriqué une poupée en toutes sortes identique à Lisa. Je pense que là, c'est cette histoire d'amour qui traverse d'une manière effectivement pas du tout linéaire le roman, c'est ce qui frappe le plus, qui lui donne la force, couplé effectivement à tout cette histoire tragique de syndrome de Petrouchka dont Dina pourra peut-être dire 2 mots, et la représentation du monde magique justement de ces artistes ambulants, de ces marionnettistes, de leur travail, de la fabrication des poupées. C'est absolument fabuleux. Il y a une histoire d'amitié dans le livre aussi. Donc, on voyage, il y a des images magnifiques de Prague, mais je crois qu'avant tout, c'est vraiment cet amour des 2 êtres inconditionnel, vraiment de créateur envers... Voilà, il y a une réflexion presque, bien sûr, philosophique aussi, sur qui on aime, est-ce qu'on aime celui qu'on a créé ou l'être indépendant, tout ça c'est vraiment mélangé. Инна, ma pauvre, pour traduire. Вот, и для меня, так скажем, то есть то, что я вынесла на заднюю обложку, это была история любви, несмотря ни на что, то есть любви Пети и Лизы, когда сначала она была его любимой актрисой, потом она уже не смогла подниматься на сцену, он сделал эту куклу, и прежде всего это любовь 2 существ, совершенно, так скажем, без каких-то, которые преодолевают все условия, и если, так скажем, в обрамлении всего, что идет с этим вместе, то есть и синдрома Петрушки, это несчастная история, трагическая история, которую, может быть, Дина сможет рассказать лучше об этом синдроме, и также, так скажем, вместе с рассказом о жизни этих бродячих артистов, этого кукольного театра, вместе с историей дружбы, которая тоже проходит по роману, вместе с этим путешествием по Праге, все это производит очень сильное впечатление, но то, что, так скажем, лично на меня произвело самое большое впечатление, это история любви. Но история любви всегда изначально в мировой литературе производит самое сильное впечатление на читателя. C'est justement l'histoire d'amour qui, depuis toujours dans la littérature mondiale, frappe le plus fort l'écrivain, le lecteur, pardon. По поводу содержания романа. Я не помню, какого французского писателя журналист однажды попросил в нескольких словах рассказать о том, про что его новая книга. Et en ce qui concerne le contenu donc, du roman, je ne me souviens pas de quel écrivain français il s'agissait. Un journaliste lui a demandé donc, de dire en 2 mots de quoi il s'agissait dans son nouveau livre. И этот писатель ответил: если бы я мог в нескольких словах рассказать, про что эта книга, я бы ее не писал 3 года.
Et cet écrivain a dit, si je pouvais vous dire en quelques mots de quoi parle ce livre, je ne l'aurais pas écrit pendant 3 ans. Все, что перечислила Мари, конечно, там есть. Но... Bien sûr que tout ce que Marie a énuméré, vous le trouverez dans ce livre. Но это один из верхних слоев глубинного сюжета романа. Mais il ne s'agit que de l'une des couches, on peut dire, donc superficielles, d'un sujet très profond du roman. В этом романе мне захотелось совместить психологическую драму, семейный детектив и практически готическую историю, готический роман. Et donc, dans ce roman, j'ai voulu, on peut dire, écrire ensemble une drame psychologique, une histoire donc en détective, en polar familial et, peut-on dire, un roman tout à fait gothique. Когда я стала работать над этим романом, залезая вглубь тысячелетий, потому что история кукол, история погружения в мир кукол насчитывает много тысячелетий. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis plongée dans le fond des millénaires parce que l'histoire de la marionnette, l'histoire de l'homme qui pénètre ce monde de marionnettes, ce monde de poupées, cette histoire, elle compte déjà plusieurs millénaires. Я погрузилась в пугающий, очарованный и очень таинственный мир. Je me suis retrouvée dans un monde en même temps charmant et effrayant, mais aussi dans un monde très mystique. И вот в этом многослойном, пугающем, таинственном мире происходит действие любви главных героев. Et donc, c'est dans ce monde à plusieurs couches, dans ce monde charmant et effrayant, se déroule cette histoire d'amour entre les personnages. И действительно, читателя сопровождает и семейный детектив, и психологическая драма, и пронзительная, рвущая душу история любви. Et effectivement, le lecteur y trouvera un polar familial, il y trouvera aussi un drame psychologique et une histoire d'amour déchirant le cœur. Это история невозможности слияния одной души с другой. C'est l'histoire de l'impossibilité de la fusion d'une âme avec l'autre. Это история невозможности прекращения любви в жизни. Et c'est l'histoire de l'impossibilité de cesser l'amour dans notre vie. Я называю несколько верхних мотивов этого романа. Et là, je ne vous nomme que quelques motifs de surface de ce roman. Сейчас у нас просто нет времени говорить об этом. On n'a tout simplement pas le temps d'en parler. Je confirme qu'il y a énormément de thèmes abordés et énormément de problématiques. Подтверждаю, что там действительно огромное количество затронутых тем и проблематик. Спасибо. Stéphanie? Oui, bonsoir Dina, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je n'ai pas encore lu vos romans, mais j'ai vu que vous étiez né en Ouzbékistan et que vous viviez en Israël. Et je voulais savoir ce que vous aviez... j'ai l'impression que vos romans sont beaucoup traversés par le pays de votre enfance. Et je voulais savoir comment, en fait, ce que vous aviez emporté le plus des paysages ou bien une sensibilité. Et si vos romans, maintenant que vous habitez en Israël, étaient aussi, infusaient aussi une certaine âme différente que celle que vous avez connue dans votre enfance et qui est celle d'Israël. Comment les deux sensibilités se mélangent et
comment vous faites de tout ça en fait un matériau littéraire? Я еще не читала ваших романов, но я знаю, что вы родились в Узбекистане, а сейчас живете в Израиле. И вот кажется, что Узбекистан проходит через многие ваши романы. Это страна вашего детства. И хотелось бы узнать, что вы унесли с собой оттуда, какие-то пейзажи, какую-то особую чувствительность места. И также хотелось бы знать, вот теперь, когда вы живете в Израиле, пропитываются ли ваши романы также какой-то особой чувствительностью места, присущей Израилю? Спасибо, прекрасный вопрос. Merci beaucoup, c'est une question merveilleuse. Понимаете, я не просто родилась в Узбекистане, я выросла там, я сформировалась как человек и уехала оттуда в 30 лет. Vous savez, je ne suis pas seulement née en Ouzbékistan, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me suis formée en tant qu'être humain, et je ne suis partie qu'à 30 ans. Я выросла в невероятном бурлящем котле самых разных людей, самых разных национальностей, и внутренне и по психологическому рисунку характера я абсолютно южный, очень импульсивный человек. J'ai grandi dans ce chaudron impossible, donc de toutes sortes de personnes, de toutes sortes de nationalités, un chaudron bouillant. Et donc, selon, on peut dire, selon mon intérieur, selon on peut dire, ma structure psychologique en tant qu'être humain, je suis tout à fait quelqu'un du Sud, quelqu'un de très impulsif. Конечно, я пропитана южным солнцем. Конечно, я обожаю вот это узбекское, ташкентское гостеприимство. Я совершенно не человек каких-то, знаете, норм строгого поведения. Я очень открыта. Bien sûr que je suis pénétrée par ce soleil du Sud, bien sûr que j'adore cette hospitalité ouzbek, hospitalité de Tashkent. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est régi par des normes, quelqu'un qui est assez strict, je suis très ouverte. Переехав в Израиль, а я много лет жила и в Москве тоже. В Москве. Il faut dire que j'ai vécu plusieurs années à Moscou. Да, другой климат, другие люди, другой уклад жизни. Un autre climat, d'autres types de personnes et un autre mode de vie. В Москве, я имею в виду. Je parle de Moscou. И после этого я оказалась снова на юге, снова в бурлящем котле самых разных людей, которые изначально корнями своими или через родителей, через бабушку, дедушку с самых разных концов земли. Это самая разная публика. Et donc ensuite, j'ai réaménagé dans le sud, on peut dire. Je me suis encore replongée dans ce chaudron bouillant où se sont mélangées toutes sortes d'êtres humains qui, par leurs racines, par leur origine, du côté de leur grand-mère et de leur grand-père, venaient de tous les coins du monde. Например, мой зять, который рожден в Израиле, его один дед из Словении, второй дед из Голландии, бабушка из Чехии, вторая бабушка из Венгрии. Donc, mon beau-fils, lui qui est né en Israël, son premier grand-père vient de Slovénie, le deuxième grand-père, il vient des Pays-Bas, donc la première grand-mère vient de Tchéquie et la deuxième vient de Hongrie. И это тоже большое количество языков, большое количество разных укладов жизни, очень интересное, очень бурное общество. C'est aussi donc une grande quantité de langues, une grande quantité de différents modes de vie, une société très intéressante et qui est constamment en ébullition. И снова я на Востоке, опять в своем любимом качестве солнца. И
открытая жизнь. Et donc, je retrouvais, on peut dire, l'Est dans les qualités que j'adore, c'est-à-dire beaucoup de soleil et une vie ouverte. Chloé? Да? Oui. J'ai deux questions en fait. Je voulais savoir si l'histoire autour de la poupée, enfin de la marionnette, pardon, qui a une marionnette à l'intérieur d'elle est véridique. Et je voulais savoir aussi si il existe réellement un syndrome Petrouchka ou si vous avez inventé ça parce que le diminutif du prénom du personnage, c'est Petrouchka. Mm-hmm. Вот у меня два вопроса. Хотелось бы узнать вот про эту марионетку, действительно ли она существовала. Марионетка, une marionnette, pardon, vous pourriez répéter votre question par rapport à la marionnette, j'ai pas trop bien compris. Elle parle d'une marionnette qui a à l'intérieur d'elle une autre petite marionnette. Ага. Существует ли марионетка, у которой внутри другая марионетка? Действительно ли это реально? И также реален ли синдром Петрушки? Существует ли он, или вы его придумали, потому что героя зовут Петрушка? Спасибо, очень интересные вопросы. Вообще это на пресс-конференцию, все эти вопросы. Merci pour ces questions très intéressantes et elles auraient dû être posées lors d'une conférence de presse. Тут очень интересно было бы рассказать, как создается сюжет любого романа, как он рождается, как он собирается из самых разных, иногда внезапных впечатлений. Ici, il serait vraiment très intéressant de parler de la naissance, de la création du roman, comment il naît et comment il s'assemble, on peut dire, à partir d'impressions tout à fait différentes et des fois totalement inattendues. Действительно существуют такие куклы, которые называются укладка, кукла-укладка. Я не знаю, как это перевести на французский. Effectivement, ce type de marionnette existe. Donc en russe, ça s'appelle ukladka. En français, je crois qu'on pourrait dire marionnette arrangement. И часто их использовали в истории разных приключений, разных человеческих афер. Их, так сказать, устраивали как тайники. Я это читала, просто изучая этот вопрос. Et souvent, ces marionnettes étaient utilisées lors de différentes aventures, on peut dire de différentes tricheries, quand on les utilisait pour y cacher quelque chose. Et moi, je l'ai lu quand je me suis renseignée sur la question des marionnettes. Когда я изучала кукол, а это огромная была часть моей работы, когда я изучала виды кукол, историю кукол, когда я наткнулась на вот это понятие кукла-укладка, у меня сразу возникла вот эта линия сюжета. Et quand j'étudiais les marionnettes, parce que ça a fait une énorme partie de mon travail sur le livre, j'ai étudié donc l'histoire des marionnettes, les types de marionnettes. J'ai retrouvé par hasard cette marionnette arrangement et tout de suite, dans mon esprit, est née cette partie du sujet. И поскольку моя профессия сочинительство, сочинять, я сочинила эту линию в романе. Voilà. Et comme donc ma profession c'est d'inventer des histoires, j'ai inventé cette ligne dans mon roman. Что касается названия синдром Петрушки, это действительно существует. Эта болезнь имеет несколько названий. Официальное название в психиатрии – это синдром Ангельмана. En ce qui concerne le syndrome de Petrouchka, c'est effectivement donc une maladie psychiatrique qui existe, qui a plusieurs noms et son nom officiel dans la psychiatrie, c'est syndrome d'Engelmann.
Но когда я стала изучать этот синдром, когда у меня возникла идея этой линии, я вдруг наткнулась в одном исследовании, что в народе это называют еще и болезнью петрушки. Et quand je me suis mise à étudier ce syndrome, quand j'ai eu l'idée donc de cette ligne de mon roman, j'ai lu dans une des recherches que dans le peuple, on appelait ceci aussi la maladie de Petrouchka. Знаете, когда пишется книга, иногда происходят потрясающие находки, потрясающие. Подарок судьбы. Вот это был такой подарок судьбы. Vous savez, quand on écrit un livre, parfois on se retrouve face à des trouvailles tout à fait merveilleuses, on dirait des cadeaux du destin, et ça, c'était l'une de ces trouvailles. Есть еще такой эффект магнита. Ты начинаешь работать над сюжетом, и вдруг на тебя налипает самая разная информация, неожиданная, которая идет в дело. Il existe aussi, on peut dire, l'effet de manette, c'est quand tu commences à travailler sur un sujet et tout d'un coup, il y a des informations qui viennent de tous côtés et qui se collent à toi. Et donc, ces informations, finalement, ils vont aussi faire partie du roman. И представляете, я уже начала работать над этим романом, и тут ко мне в гости приезжает журналист, мой друг, который рассказывает об истории своего друга, венгерского в прошлом графа, у которого на гербе его рода вот такой вот петрушка, потому что рождались мальчики в истории семьи. Et donc, j'ai déjà commencé à travailler sur le roman et tout d'un coup, un ami, un journaliste est venu me voir et il m'a raconté l'histoire de son ami qui était dans le passé un comte hongrois et qui, sur l'insigne de sa noble famille, avait ce Petrouchka parce qu'il y avait plusieurs garçons nés dans la famille. И все сходится, все строится. Это строительство, похоже на строительство мозгом, использование каких-то клеток мозга, которые не задействованы в дневное время, а задействованы во время, возможно, сна. Et là, tout converge, tout se construit, et cette construction rappelle un peu le travail de notre cerveau qui ne s'effectue pas pendant la journée parce que les cellules de notre cerveau ne sont pas actives pendant la journée, mais qui se réveillent et qui donc fonctionnent peut-être en rêve. Ты засыпаешь с какой-то проблемой сюжета и просыпаешься с готовым решением. On s'endort avec un problème qui touche le sujet et on se réveille avec une solution toute faite. Merci. Il est temps de vous remercier toutes et notamment Ina pour cette traduction assez incroyable en simultané. Bravo, parce que véritablement, ça n'a pas dû être évident. Donc, merci. Merci Dina, merci infiniment. Et Marie, bien sûr, et Nadia, qui est là aussi. Voilà. Пришло время всех поблагодарить. Спасибо большое, Дина. Спасибо вам, друзья мои. Мне очень приятно и очень хорошо с вами. И мне даже как-то так уютно, как будто я сижу со своей семьей за столом и пью хорошее винцо. Je suis très très bien avec vous, c'est tellement douillet, c'est tellement confortable que j'ai l'impression d'être attablée avec ma famille et de boire du bon vin. Bon, alors on continue. Alors on continue jusqu'à minuit. La prochaine fois, vous me préparez une petite bouteille. Avec grand plaisir. Avec Большим удовольствием. Merci beaucoup, Антони. Merci à tout le monde. Я хочу поблагодарить и Инну, которая так прекрасно переводила. Я надеюсь, что я была очень щадящая, да, Инна? Вы очень, Дина, я вас очень люблю. Вы для переводчика подарок просто, честное слово. Вот. Что называется, «Эйн бедма». Не за что. Спасибо, друзья. Машенька, пока, счастливо. Всем до свидания, спокойной ночи, бонсуар,
Bonsoir. Bonsoir, merci à toutes. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous.